des Bois qui a décidé d'organiser un colloque sur la thématique précise de la photographie, de l'image de manière générale, mais de la photographie en particulier, et du crime de masse. Et chaque année, je suis très ému d'ouvrir, là cette fois ce ne sont pas les assises, mais d'ouvrir un colloque, notamment le dernier dimanche de janvier, censé commémorer symboliquement la libération du camp d'extermination d'Auschwitz en 1945, donc année particulière en 2015, à la fois du point de vue donc, du génocide des Arméniens, mais du génocide des Juifs et des Tziganes. Je suis donc très heureux d'ouvrir ce colloque. Je suis en revanche extrêmement fier, d'une part, de pouvoir, et je crois parler au nom d'Armand Derry, d'être l'un des initiateurs de ces colloques qu'on va appeler mémoriels. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre, sans Tayana, j'invente rien, vous le savez. C'est extraordinairement important de travailler sur la mémoire, pas exclusivement, pas seulement, pas prioritairement pour se lamenter, ou pour donner une sépulture morale en quelque sorte à ceux qui ont disparu dans ces assassinats collectifs, mais aussi pour faire taire les négationnistes. Et le négationnisme est une peste, il faut la combattre. Elle est cousine, voire sœur du complotisme, dont on voit plus que jamais en ce moment à quel point ils font des dégâts très importants. Donc c'est très important que dans une école de management, il puisse y avoir aussi ce type d'événement, car vous êtes, là je m'adresse aux étudiants, mais à l'ensemble des citoyens qui sont présents dans cet amphi, et qui le seront aussi cet après-midi en grand nombre, on est avant tout citoyens, au-delà de nos activités, de nos professions respectives. On va travailler notamment sur la photographie et la Shoah, mais également sur la représentation du crime de masse de façon plus générale. On va aller très très loin dans les images, certaines sont extrêmement dures. On va aller loin aussi dans l'analyse de ce qui s'est produit, de ce que la photo signifie, de ce que l'image signifie dans un crime de masse, avec une première table ronde que je vais appeler dans quelques instants et qui va être présidée par Micha, donc de l'association Yara Dinounoum. Je vais immédiatement céder la parole au père Patrick Desbois, que je remercie encore. Il est réellement à l'impulsion, il est réellement à l'origine de ce colloque. Je pense que c'est très important de rendre systématiquement hommage à la République, de la soutenir, parce que à force de vivre confortablement, mon Dieu, tant mieux, sans guerre, sans répression, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, sans terrorisme, jusqu'à ces dernières semaines en tout cas, bien qu'il en ait eu dans les années 80-90, mais vous, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas nés, vous êtes tout jeunes, eh bien, on oublie à quel point cette République est précieuse. Moi, je ne suis pas, donc on n'est pas dans la démonstration d'horreur, on est pour montrer qu'il y a des photographes de génocide comme il y a des photographes de guerre. Donc ça pose une question, qu'est-ce que c'est qu'un photographe de génocide? Est-ce que c'est un professionnel qui est attaché à une unité de propagande? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait des souvenirs? Parce qu'il y a beaucoup qui font des souvenirs pour leur épouse ou pour leur fiancé, et ils envoient ça en famille. Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Est-ce qu'il y a des photographes qui veulent dénoncer le crime et garder une trace pour la montrer après? Il y a eu aussi des cas comme cela. On ne peut pas généraliser. Mais disons que la plupart des photographies que nous avons trouvées sont des photographes qui sont attachés aux unités de tueurs. Et ils ont pris en photo très en détail le pogrom. Et ça a été intégré dans un film de propagande qui a été montré dans les cinémas allemands. Donc là, on est typiquement dans un photographe, je dirais, de propagande, attaché à une unité de propagande, et derrière, il y a une unité de production en Allemagne qui va produire des documents avec. Je dis ça parce qu'il ne faut pas penser, dire « Ah, le cliché est affreux ». Non, il était montré dans toutes les salles de cinéma allemandes, et dans le cinéma, ce n'était pas des nazis, c'était Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde, qui voyait dans les informations une émission avec ces photos-là montées, évidemment. Il y a un montage photographique. Parce qu'au début, on croyait que la Shoah s'était cachée, que les génocides s'étaient cachés, et puis petit à petit, on a compris que c'était public pour les voisins, et puis maintenant, on commence à comprendre qu'avec les photographes, c'était devenu grand public. Et là, on est en pleine actualité, à cause, je dirais, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est un autre élément qu'il faudra développer, c'est comment ces photos de propagande peuvent devenir, des années après, des photos de justice, qui servent à la justice, parce que c'est des photos de preuve. L'utilisation des réseaux sociaux change complètement la dimension de cette affaire, parce qu'avant, on avait un photographe qui allait être vu dans les journaux japonais, simplement,
ou bien un photographe qui allait être vu dans les cinémas de propagande allemands. Et maintenant, on a des photographies en live qui sont vues le jour même par n'importe qui sur la planète. À cause des réseaux sociaux et de la facilité de prise de photos, sans compter comment faire fonctionner votre tête, sinon, je dirais, le tueur a fait son effet. Il faut justement réfléchir et ne pas entrer dans l'effroi, sinon c'est la paralysie et le retrait de la pensée. Merci beaucoup. On est une association qui va dans les villages en Europe de l'Est et qui recueille les témoignages des derniers témoins visuels oculaires des exécutions de masse. Donc Frédéric en a parlé de victimes juives, mais je voulais vous dire aussi qu'on récolte aussi des témoignages sur les exécutions de masse de victimes roms et de victimes civiles et de prisonniers de guerre soviétiques. Ces photographes amassent alors toutes ces informations pour envoyer ça à Berlin, où vous avez un ministère de propagande avec Goebbels à la tête qui produit toutes les semaines la Wochenschau. C'est comme aujourd'hui les informations des 20 heures, le journal télévision. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, les gens allaient au cinéma pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est au cinéma, on va leur montrer les efforts de l'armée allemande, du combat contre le mal soviétique judéo-bolchevique, parce que dans l'idéologie allemande, les soviétiques, c'était un mal qu'il fallait combattre jusqu'à la mort, mais en même temps, c'était quelque chose lié étroitement avec le judaïsme. Le juif, alors, était aussi le même ennemi. Et donc, les clichés, très vite, on les retrouve dans ces films pour montrer qu'est-ce que c'est un juif. Donc, dans les cinémas, on va vous montrer des clichés comme ça. Un juif, c'est quelqu'un avec une barbe, il n'est pas très beau, il a souvent un nez crochu, comme on se le représente dans les caricatures. Donc, on va renforcer l'idée chez les gens en Allemagne. Il faut combattre ces personnes. Regardez-les, c'est le mal pour notre peuple, c'est soit nous, soit eux. Et pour ça, il fallait ces photographies. Donc il s'agit ici vraiment d'un travail de professionnel. Il y a une réflexion, il doit y avoir aussi un scénariste qui dit c'est comme ça que ça doit se passer, pour qu'on prend ça en film. Il y a des photographes et il y a aussi des caméramans qui prennent ça en photo et en film. Donc on a ici une véritable scénographie de la photographie de génocide. Alors pourquoi les gens acceptent de se montrer? C'est aussi une énigme qu'il faudra travailler. N'ont-ils pas peur de la justice en disant de toute façon nous ne perdrons pas la guerre, nous n'avons rien à craindre de la justice ultérieure? Sont-ils dans le phénomène du héros qui veut une photo trophée? Sont-ils attirés par l'accident et être sur la photo et montrer qu'ils y étaient? En tout cas, le filmage n'est pas secret et les villageois eux-mêmes n'ont pas crainte d'être filmés présents à l'exécution. On n'isole pas le tueur et sa victime, il y a le tueur, les victimes et le public qui est là en masse. Et il vient, dans le cadre du film S21, ce film est souvent, Ritipal est souvent comparé à Claude Lanzmann et avec son film Shoah. Ce film, c'est un film où il fait parler comme ça les rescapés, il va voir les bourreaux, il interroge les bourreaux. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on a peu d'archives, peu d'images, peu de photographies. Et j'ai fait une petite recherche aussi sur le centre de l'INA, sur le site de l'INA, et plusieurs journalistes se plaignent de ça. C'est un pays qui est un pays fermé, on n'a pas de journalistes qui viennent, qui peuvent faire des reportages. On a, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh, où effectivement tout cela circule, on ne sait pas bien ce qui se passe au Cambodge à ce moment-là. Donc c'est une révolution, cette révolution Khmer Rouge qui est pauvre en images, même en images de propagande. Il n'y a pas énormément d'images de propagande. Il n'y a pas de témoins des arrestations au NKVD. Autant les fusillades des juifs, des tziganes ou des partisans se font en grand public. Et
et il y a pratiquement, je ne dirais pas de restriction de publicité. Les Allemands, par contre, délimitent le périmètre pour ne pas être embarrassés par les gens. On a même le cas d'un village où le directeur de l'école a réuni les classes et leur a dit « il n'y a pas de classe cet après-midi parce qu'on va tuer nos ennemis ». Et donc les enfants, 37 enfants, se sont rendus sur le lieu de fusillade. Ils sont arrivés trop tôt, il n'y avait pas d'Allemands, il n'y avait pas de Juifs. Donc ils se sont assis sous un arbre et après ils ont assisté à toute l'exécution. Oui, l'exécution est vraiment très souvent très grand public. Soit les gens montent dans les arbres pour regarder. Ils ont aussi parfois, s'ils habitent loin, parfois les Allemands leur prêtent des jumelles. Je suis allé rencontrer d'anciens bourreaux japonais, c'est-à-dire de simples soldats, qui étaient encore vivants et qui pouvaient témoigner assez librement de ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Parce que ce massacre n'a pas été pénalisé en tant que crime contre l'humanité et donc il n'y risque rien à pouvoir en témoigner. Et c'était passionnant et c'était aussi pour moi le moment de découvrir que chacun d'entre eux, ou presque, avait gardé des albums chez eux de photographies, et le sens de ces photographies et aussi l'esthétique de ces photographies est pour le moins saisissante, voire extrêmement perturbante. Il y a vraiment un aspect ludique à saisir la mort au moment du meurtre, et de meurtres qui sont assez mis en scène. Chaque soldat envoyé à l'Est est muni d'un petit appareil Leica. Les Allemands ont à ce moment-là un grand avantage technique sur les méthodes de photographie et de filmage, et ils ont réussi à démocratiser considérablement la diffusion de ces appareils, si bien que chaque soldat sur le terrain en est muni. Alors il photographie tout, il photographie les paysages, il photographie les villages qu'il traverse, mais il ne peut pas s'empêcher de photographier les massacres auxquels ils participent ou auxquels ils assistent, parce que ce sont des scènes qui les fascinent. Et évidemment, au mois d'août, les nazis comprennent qu'il vaut mieux que ce type d'image ne se diffuse pas, et on essaye d'en interdire la prise des clichés. Il n'est pas rare, par les temps qui courent, qu'à la mort de telle ou telle vieille personne en Allemagne, des familles redécouvrent ou tombent dans les affaires du défunt sur ces albums photos qui témoignent des massacres de masse. Donc on n'a pas fini, si vous voulez, à mon avis, d'en voir ressurgir. Il est difficile de ne pas songer au fait que fondamentalement, la photographie entretient, on va dire, une certaine relation, un certain commerce avec la mort. Il y avait eu un article en 1945, d'ailleurs la date n'est pas nouvelle, d'André Bazin, qui est un des plus grands critiques de cinéma que la France ait connu, qui s'intitulait « Ontologie de l'image photographique ». Et dans cet article, en 1945, Bazin se demande qu'est-ce qui est l'essence, qu'est-ce qui fait le fondement de l'image photographique. Et en fait, pour répondre à cette question, il revient à l'étymologie, à l'origine même du mot image, imago, et il montre que imago, en latin, c'était dans l'Antiquité romaine, quand on procédait aux funérailles, le masque qu'on moulait sur le visage des morts pour garder dans le monde des vivants une trace sensible, une trace matérielle, une trace physique de ce qui avait disparu, de ce qui n'était plus là. Ce qui fait que, à la base même de ce que nous on appelle l'image, il y a cette empreinte, c'est-à-dire cette empreinte, ce contact avec le visage des morts. Bazin en tire toute une réflexion sur le fait que l'image, la photographie, c'est une empreinte du réel, mais une empreinte qui se fait par le truchement de la lumière. Et il dit cette chose très belle, la photographie c'est un moulage par le truchement de la lumière, et nous on va pouvoir, à travers l'album d'Auschwitz, se rendre compte qu'il s'agit d'un moulage du visage des morts que la lumière a imprimé sur la pellicule. En fait, l'album d'Auschwitz renvoie aussi à ce que Roland Barthes, quand il désignait l'opération de faire de la photo, appelait le spectrum. Roland Barthes dit en gros, quand on fait une photo, il y a trois acteurs. Il y a celui qui prend la photo, l'opérateur, celui qui regarde la photo, le spectateur, et celui qui est pris en photo. Et celui-là, il l'appelle spectrum. C'est-à-dire que d'emblée, celui qui est pris en photo
entre dans un univers de fantômes et de spectres, et il y a quelque chose de l'ordre d'une hantise qui se met en place. Et bien, c'est quelque chose qu'on va voir très fortement avec ces images de l'album d'Auschwitz. Qu'est-ce que c'est que l'album d'Auschwitz? Qu'appelle-t-on l'album d'Auschwitz? C'est matériellement, comme vous voyez là, un album qui contient à peu près 190 photos qui ont été prises à l'intérieur du camp de Birkenau, donc Auschwitz II, autour de mai-juin 1944, à un moment très particulier dont je dirai un mot tout à l'heure. Quand on regarde l'album, il y a une succession de photos qui organisent une sorte de défilement de différentes étapes qui vont de l'arrivée au camp d'un convoi, alors en l'occurrence de juifs hongrois, et on passe par la sélection, on voit les hommes estimés aptes au travail, les hommes estimés inaptes au travail, on voit aussi des personnes qui ont été tondues, rasées, et celles qui sont au pied, vraiment les photographies s'arrêtent là. Que pense-t-il des faux grossiers diffusés sur des dizaines de sites azéris, officiels ou officieux? Il s'agit des photos de prétendues victimes de Khojaly, qui montrent en fait des victimes de la guerre des Balkans, de Srebrenica, du Kosovo, des photos de Kurdes massacrés en Turquie, des sinistrés du tremblement de terre en Turquie en 1983, des corps d'enfants morts durant l'explosion d'un bus en 1989, des corps de combattants du Hamas, etc. Sans compter des photos de squelettes, et on se demande donc par quel processus de décomposition fulgurant des corps auraient été réduits à l'état de squelettes en l'espace de 3 jours. Plus récemment, la partie azerbaïdjanaise avait présenté comme preuve des photographies de soldats géorgiens pourtant tués pendant la guerre russo-géorgienne de 2008. Des falsifications ont également été relevées dans la liste des victimes des événements d'Agdan. Effectivement, si on est passé de 40 corps sur la vidéo à 613 victimes actuellement, on s'interroge. Si la désinformation azérie est présentée en France sous un jour policé, diplomatique et pseudo-culturel, il n'en est pas de même en Azerbaïdjan et en Turquie. Une manifestation pour Khojaly, organisée par le gouvernement turc, s'est tenue sur la place Taksim à Istanbul le 26 février 2012, réunissant plus de 100 000 personnes. La foule défilait au cri de « Vous êtes tous des Arméniens, vous êtes tous des bâtards » ou « Aujourd'hui Taksim, demain Erevan, nous vous tomberons dessus dans la nuit ». On le voit, sous des apparences de tolérance, les politiques conjointes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan promeuvent la violence, la haine ethnique, la xénophobie, le négationnisme et le racisme dans le cœur des jeunesses turques et azéries déjà enclines au nationalisme. Suscitant l'émotion et emportant l'adhésion des consciences, les photos sont les instruments privilégiés d'une politique. Il appartient à chacun de les utiliser et de les analyser avec prudence. Je vous remercie. Alors, voilà le type de fausses photos qui sont mises en ligne sur d'innombrables sites azéris, azerbaïdjanais. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une photo du tremblement de terre de 1983 en Turquie. Ici, vous avez des squelettes. Donc il faut savoir que quand même, c'est censé avoir été pris 3 jours après les faits. C'est intéressant. Il y a plusieurs sortes de négationnistes. Il y a ce qu'on appelle les négationnistes de la première génération, qui sont représentés par Maurice Bardèche, pour vous le situer, qui est le beau-frère de Robert Brasillac. Et donc, si vous voulez, lui, tout de suite, a nié l'événement par rapport, évidemment, tous, pour des raisons idéologiques, mais a nié l'événement, on va dire, comme ça. Comme ça, c'est-à-dire, il a créé un discours, c'est l'initiateur du négationnisme, c'était donc un homme d'extrême droite, et c'est un homme qui se résumait assez bien en déclarant qu'il était fasciste, tout simplement. Après, il y a d'autres négationnistes, et là, ce sont des noms qui vont faire écho. Il y a Forisson, et je vais y revenir, et c'est là-dessus que je vais travailler, parce que lui, on va dire que c'est plus un représentant du négationnisme technique. Et c'est pour ça qu'on va parler de cet homme et de sa stratégie. C'est-à-dire que lui, sa thèse est simple, quoi, je vais très vite, hein, pour lui, pas de document, pas d'événement. La troisième, on va dire, catégorie de négationnistes, et là je vais vous en parler qu'en introduction parce qu'elle
elle n'a pas à être ici présente. Ce sont, on va dire, des négationnismes comme Roger Garaudy, ou quelqu'un qui va peut-être vous faire plus écho, comme Dieudonné Mbala. C'est beaucoup plus un négationnisme conspirationniste, et beaucoup plus, si vous voulez, un discours tout de suite, immédiatement politique. Et ils n'ont pas utilisé, entre guillemets, le négationnisme technique. Et vous allez voir, je vais vous mettre quelques minutes de Forisson, comment cet homme déjà se met en scène, parce qu'il faut dire que Forisson est un provocateur né, et qu'une des raisons, il y en a énormément d'autres, d'avoir épousé cette carrière de négationniste, c'était d'être aussi connu médiatiquement. Il a eu d'autres essais avortés sur une certaine médiatisation, parce que c'est un professeur de lettres, donc il est passé à des émissions comme Droit de réponse avec Pollack, etc. Il y a eu des mini-scandales, mais c'est vrai que dès qu'il s'est fait connaître, entre guillemets, sur la négation des chambres à gaz, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Forisson a été immédiatement médiatisé et on va dire connu, et a beaucoup voyagé à travers tous les continents. Donc le négationnisme lui a permis surtout ça. Alors, on parle de négationnisme technique parce que cet homme et d'autres, si vous voulez, se sont attaqués sur divers documents. Alors les photos, par exemple, qu'on a vues à travers l'album d'Auschwitz, ils les écartent totalement. Ou s'ils en mettent quelques-unes de côté et qu'ils les présentent, c'est pour dire que vous voyez bien, ils sont encore vivants ou ils sont encore en bonne santé, donc ça ne prouve rien. Par contre, il y a d'autres documents sur lesquels ils ont, entre guillemets, évidemment avec des gros guillemets, travaillé. Ce sont les plans et ce sont les témoignages. C'est-à-dire qu'il y a un mésusage du témoignage négationniste exemplaire. Et ils ont, si vous voulez, ils ont élaboré une espèce de méthode négationniste qui s'appelle l'hypercriticisme, c'est-à-dire que toute contradiction, alors vous savez ce que c'est une source orale, c'est-à-dire que par essence, quand on évoque des choses ou quand on parle, on peut toujours trouver quelques contradictions. Donc toute contradiction équivaut à la nullité du témoignage. Je suis arrivé au Rwanda à la mi-mai 1994, donc au moment où le génocide des Tutsis était bien avancé, très bien avancé. Lorsque vous arrivez dans ce pays à ce moment-là, nous étions un petit groupe de journalistes, pendant 3 jours, nous n'avons vu des morts. Nous roulions, nous avancions dans ce pays, il y avait des morts, il n'y avait plus que des morts. Donc le premier défi, c'est d'abord de trouver du témoignage. Le génocide est un processus qui avance par effacement. On efface le témoignage, on efface les mots, on efface les gens, mais jusqu'au bout, il ne reste plus rien. 4e jour de convention des rescapés. Nous entendons leurs récits. Nous sommes sur place. Nous comprenons ce que veulent dire ces récits. Mais nous savons aussi que si nous les restituons tels qu'eux, ils sont absolument inaudibles. Leurs récits sont trop forts. Leurs récits paraissent complètement flous. Lorsque vous êtes un pied dedans, lorsque vous êtes le pied dedans, vous savez que les gens qui vous parlent ne vous mentent pas. Ne vous mentent sur aucun détail. Mais les détails qu'ils vous donnent paraissent, vus d'un petit peu plus loin, totalement surréels. Donc il va falloir retravailler un petit peu ce que les gens vous racontent pour essayer de les rendre audibles. Pour tenter de les rendre audibles, sans jamais déformer le fond de ce qu'ils racontent. Donc les premiers mots qui arrivent sont des mots confus, bouleversants, qui expriment des choses absolument étonnantes, des histoires complètement folles, dantesques, que l'on n'a pas envie de croire, que l'on ne peut pas croire, qui pourtant sont vraies, et on le sait. Mais dans le même temps, on sait également que ces histoires restituées ne seront pas entendues. Vous allez en permanence vous attacher à restituer la parole aux gens, c'est ça que je veux dire. La parole à ceux qui ont disparu. Comment faire pour combler le silence de ceux qui sont partis? Parce que c'est le premier effet du génocide. Le premier effet du génocide est d'abord de créer du silence. Et ce silence-là, comme Valérie expliquait, les négationnistes vont essayer de s'en emparer. Ils vont essayer de le combler à leur manière. Ils vont remplir le silence. Les négationnistes remplissent du silence. Les négationnistes vont jouer avec les mots, vont mener des hypercritiques au nom de la vérité, parce qu'ils vont jouer justement sur les mots, sur ce peu de mots qui ont été entendus à propos de l'événement qui vient de se passer. Et oui, parce que les victimes sont pour une grande partie disparues, les coupables, eux, sont toujours là, les responsables, eux, sont toujours là.
Donc eux ont une sorte de fait, de monopole de la parole. Leur parole, en tout cas, est bien plus multiple, bien plus nombreuse. C'est beaucoup plus facile pour eux de parvenir à imposer leur parole que celle des gens qui ont pu voir le génocide, qui ont pu en survivre, qui peuvent en témoigner, et dont la parole est plus faible, dont la parole est plus difficile, et dont la parole vaut d'être entendue. Très récemment, il y a un photographe, et je vais arrêter mon propos là-dessus, a publié à compte d'auteur un livre qui s'appelle War Porn, le porno de la guerre. C'est un photographe connu, réputé, qui a fait toujours du très bon travail. Et ce photographe a donc rassemblé dans ce livre War Porn toutes ces images qui n'ont jamais été publiées par les rédactions, par les journaux, en raison de leur violence trop forte. Lorsqu'il explique son acte, il dit il existe une censure de la violence au nom d'un certain sentiment bien établi, une censure de la violence, de la représentation de la violence. Et moi, je veux briser ce tabou-là parce qu'il me semble, je reprends toujours le discours de ce photographe, il me semble que l'on ne peut comprendre les mécanismes qu'en représentant ces extrêmes violences. Quelle est la finalité? Quelle est la justification profonde? Nous avons discuté pendant très longtemps de cela, et bon, nous en sommes sortis chacun sur notre conviction, mais je reste, moi, sur ce sentiment d'effroi. L'effroi qui n'amène nulle part. L'effroi qui fait juste me dresser les poils sur les avant-bras, qui fait juste me dire « Ah, c'est atroce », mais qui ne m'amène pas à la compréhension. Je pense que la représentation des mécanismes d'hyperviolence doit être d'autant plus maîtrisée et choisie et réfléchie que ce qu'il y a à raconter est important. J'ai le sentiment que quand je dessine, je n'essaye pas de rendre les choses amusantes, j'essaye de les vaincre et de dépasser la monstruosité que je peux ressentir. Alors, Patrick, qui est parti maintenant, disait qu'il était tombé par hasard, en quelque sorte, sur les génocides Tutsis. Moi, je suis tombé un peu par hasard sur le génocide juif, sans l'avoir vécu, parce que c'était l'histoire de ma famille. Et cette pesanteur existait et continue à exister dans ma famille. Il y a cette ombre portée qui est présente partout chez nous. Et de cela, j'ai appris à rire. Je l'ai mis à mon service de... Enfin non, j'ai mis mon dessin au service de ce genre de choses. Et j'ai toujours pensé que la meilleure façon de dépasser l'horreur, c'était d'arriver à en rire, plutôt que d'inhiber, et plutôt que de vivre dans la peur, dans la crainte que ça recommence, et dans le sentiment d'être profondément blessé. Je pense que le rire amène à cicatriser, et amène à... comment dire, à sublimer ou à dépasser les épreuves. Là, en ce moment, le métier de dessinateur a été éprouvé. Je ne suis pas touché personnellement. J'ai eu droit à beaucoup de messages de condoléances. J'ai dit, c'est pas moi qui suis en deuil, c'est vous. C'est les dessinateurs qui ont été tués, ils ont été tués pour vous aussi, parce que c'est votre liberté qu'on enfreint et qu'on essaye, qu'on menace. Donc, j'ai réussi à dire simplement à mon patron, je dis maintenant en tant que dessinateur, je suis intouchable. Si j'avais été pilote après le 11 septembre, j'aurais piloté pour eux. On a le droit de faire ce qu'on veut en tant que dessinateur. Donc je veux donc bien dire que rire de l'horreur est permis, mais ça n'est pas une façon d'agir qui tend à alléger, à éluder, c'est une façon de faire qui permet de s'en imprégner, mais sans en être empoisonné. J'ai pris quelques notes là pendant que nous parlions. Je pense que vous connaissez tous le tableau de Picasso, Guernica. Il y a une légende qui veut qu'un jour un officier allemand était dans l'atelier de Picasso, il a regardé le tableau qui représentait Guernica, et il a dit à Picasso, c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso lui a répondu, non, c'est vous. Enfin, ce que le dessin, l'art représente, c'est ce qui se passe autour de nous. Donc la question de rire de l'horreur fait que, de toute manière, comme disait Woody Allen, tout est drôle, sinon rien. Et c'est notre défense. Je veux juste dire que les choses qui me touchent, comme le négationnisme, l'antisémitisme, me touchent particulièrement.
Je les ai toujours attaqués de front, mais toujours avec humour. J'ai un dessin qui court en ce moment dans les réseaux sociaux, parce que je l'avais fait sans le proposer au journal, au Parisien, je n'avais pas le sujet. J'avais Soral et Dieudonné, et Soral répondait à Dieudonné, « Arrête de dire que tu es un comique, tout le monde me prend pour le remplaçant d'Elie Semoun. » C'était ma façon de traiter un sujet qui me blesse profondément. Et je me dis, ça n'est pas en évoquant mon émotion, ma sensibilité, que j'arriverai à faire quelque chose. C'est plutôt en mettant le rire de mon côté et en essayant de démonter la farce méchante que jouent ces gens. Et pour conclure, je vais vous raconter, puisqu'on est encore dedans, avant-hier, j'avais eu un sujet dans Le Parisien qui était, vous voulez un peu sortir de ça aussi, qui était le dress code dans les entreprises. Savoir si vous avez le droit de venir en Bermuda, de porter des piercings dans certains boulots, et on évoquait le cas d'une femme négociante dans une agence immobilière qui avait été virée parce qu'elle était venue en jogging pour présenter un appartement. Et j'ai cherché quelques dessins. Bon, parmi ceux qui ne sont pas passés, comme on était encore là-dedans, j'avais dessiné Mahomet avec un t-shirt « Je suis Charlie ». Et devant lui, il y avait deux imams, et le premier disait « Bon Mahomet, on n'a rien dit le premier jour, mais maintenant tu peux venir habiller au boulot autrement qu'avec ce t-shirt. » Il y a une façon de s'emparer des choses qui nous blessent et de les rendre, non pas comiques, mais de les démonter et de se servir du dessin et de l'humour pour ça. Voilà. Merci. Alors, pour l'islamisme, il faut absolument évoquer une définition que les gens maîtrisent plus ou moins bien, vous l'avez remarqué dans les médias en ce moment. L'islamisme, qu'est-ce que c'est? C'est une idéologie complexe, polymorphe, qui évolue et qui est née au XVIIIe siècle, au Moyen-Orient d'abord. C'est une idéologie donc qui s'est fondée sur un ressort religieux, l'islam, mais qui est devenue ensuite politico-sociale, d'accord, avec un ancrage beaucoup plus large que la religion. Il y a une volonté donc de mettre en place une politique nouvelle, une idéologie nouvelle, au même titre que le socialisme, le communisme. C'est une nouvelle idéologie qui est née d'ailleurs de la confrontation avec les valeurs occidentales. Alors, il y a trois types d'islamisme très schématiquement qu'on peut relever. D'abord, l'islamisme missionnaire, c'est-à-dire qui se base sur la prédication, d'accord, avec les prêches. C'est les islamistes qui veulent véritablement islamiser par le bas, d'accord. Ensuite, on a l'islamisme politique que vous connaissez, par le biais, par exemple, des révolutions, comme la révolution iranienne ou les printemps arabes, au moment où les islamistes veulent donc prendre le pouvoir par les urnes, notamment. Et enfin, l'islamisme radical. Donc vous voyez qu'on n'a pas, le djihadisme n'est pas égal à l'islamisme, première chose. Et cet islamisme radical, donc, on l'a qualifié de djihadisme en référence donc avec une notion qui devient centrale, c'est le djihad. Le djihad, qu'est-ce que c'est? C'est l'effort. C'est la mise en place de l'effort qui, avant tout, et je le redis encore une fois, je le dis souvent en ce moment, mais le djihad, c'est l'effort sur soi. C'est le grand djihad, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir donc améliorer sa condition d'humain, et de bon croyant aussi. Ensuite, vous avez le petit djihad qui a été interprété, c'est la lutte contre les mécréants, les impies, ceux qui vont remettre en question, en fait, clairement, la force du monde arabo-musulman, de l'Oumma, la communauté musulmane. Donc le djihadisme incarne très clairement un activisme violent et terroriste. Ces partisans en fait placent la terreur au centre de leur doctrine. Et c'est vrai qu'on a les premiers djihad qui vont se développer concrètement à partir des années 60-70, mais notamment avec la guerre en Afghanistan qui va opposer les moudjahidines afghans aux soviétiques. Alors, aujourd'hui, les djihadistes qui sont-ils, vous le savez, ils sont incarnés par deux grandes structures, Al-Qaïda et l'État islamique. L'État islamique, donc, est la créature hybride, en fait, d'Al-Qaïda depuis 2009. Il y a une séparation entre les deux et entre les différents chefs. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce soit Al-Qaïda depuis le 11 septembre 2001 ou l'État islamique, on va avoir une forme d'activisme criminel et internationalisé que je peux comparer aujourd'hui à une forme de crime de masse multipolarisé et disséminé en même temps. Enfin, ça, c'est un crime de masse un peu particulier, un peu spécifique, qui est assez différent de ce qu'on vient d'évoquer justement par rapport à la Shoah ou au génocide Tutsi. Alors, il se localise en de multiples lieux. Pourquoi? Parce qu'on a évidemment plusieurs structures qui vont être différenciées. Des structures qui vont être affiliées plus ou moins à Al-Qaïda, d'accord,
Par exemple, Boko Haram au Nigeria, vous avez suivi encore hier, on a eu 17 morts qui ont été commis par ces djihadistes, qui vont profiter aussi d'une guérilla pour pouvoir donc diffuser leur message djihadiste. Clairement, la subtilité donc, du cas djihadiste, c'est que le crime de masse ne semble pas exister. On a 141 morts au Pakistan, on a 12 morts en France, 3 morts en Belgique, 2000 morts au Nigeria. C'est disséminé, mais finalement, quand on se rend compte des chiffres, il y a clairement quand même des effectifs qui sont de plus en plus importants. Est-ce qu'on prend en compte les morts en Syrie aujourd'hui, sachant que les rebelles se sont alliés à un moment donné avec les djihadistes? C'est vrai que c'est assez compliqué et on ne peut pas véritablement prendre une photo générale, une photographie générale et globale de ce massacre qui existe tout de même. Alors comment est-ce qu'il agit ce massacre? Eh bien, Al-Qaïda et l'OI se basent sur l'utilisation de l'image. L'image est clairement au centre de leur efficacité, notamment les vidéos qui circulent sur Internet depuis 2020, depuis le 11 septembre. Et cette date du 11 septembre va marquer clairement le mouvement de la mondialisation de ce qu'Abdelaziz El-Difraoui appelle la sous-culture audiovisuelle du djihad. Il y a une sous-culture qui s'est développée, et c'est vrai que cet auteur, qui devrait parler à ma place en fait, parce qu'il est le spécialiste vraiment de l'imagerie d'Al-Qaïda, a fait un ouvrage où il va expliquer tous les ressorts de la propagande audiovisuelle djihadiste et de son évolution donc, depuis la guerre d'Afghanistan. Les autorités d'Al-Qaïda ont bien compris que finalement, ce qui marchait, c'était de remettre en lien toute la mythologie coranique, les images que le Coran pouvait véhiculer, et l'activisme donc, de leurs partisans. Et c'est pour ça qu'ils vont développer une communication très percutante et à portée mondiale. Ce qu'ils vont faire, ce qui est intéressant, ce qui est assez intéressant à étudier, c'est qu'ils vont utiliser les outils même des mécréants, c'est-à-dire des Occidentaux et notamment des Américains, Internet, la télévision, les vidéos, pour pouvoir rebalancer contre eux, si vous voulez, un message de guerre et un message qui montre que le bien et le mal sont incarnés, le bien d'un côté, donc ceux qui sont partisans du djihad, et le mal, les Occidentaux, qui sont eux-mêmes donc les créateurs des outils utilisés par les djihadistes. On va clairement avoir des références au passé et une création de ce qu'on appelle la prophétie du martyr. La prophétie du martyr, c'est montrer aux djihadistes potentiels que le rôle de martyr qu'ils vont incarner va avoir donc une portée universelle et va sauver le peuple, le monde, etc. Et ça, cette prophétie du martyr, elle va très clairement se révéler par l'image. C'est-à-dire que les vidéos vont expliquer, les vidéos aussi, ils vont créer des jeux vidéo, ils vont faire des clips, des raps, etc. Ils vont avoir une diffusion très très importante grâce notamment à une chaîne de production. Ils ont leur propre chaîne de production, les djihadistes, c'est Al-Sahab. Al-Sahab qui était longtemps en lien avec Al Jazeera, comme vous le savez, qui a été à un moment donné, qui a permis de pouvoir diffuser le message d'Al-Qaïda pendant des années au Qatar et dans tout le Moyen-Orient. Et c'est vrai qu'on va avoir une organisation de cette prophétie du martyr à partir des années 90, en référence et en renvoi aussi à ce que George W. Bush avait développé par rapport à l'axe du mal. Il y a une réponse d'image à image, vous comprenez? Et ça va être vraiment très clairement important. L'État islamique utilise les mêmes modes opératoires qu'Al-Qaïda. La différence, c'est que l'État islamique est incarné territorialement en Irak et en Syrie, et donc peut montrer à celui qui veut partir vers le djihad, il montre les images de là où il va aller. On va filmer les déserts, les drapeaux, les symboliques qui vont attirer la personne en déshérence, sans rentrer dans les détails, qui va vouloir donc choisir de faire le djihad et partir. Alors c'est vrai que les symboles c'est quoi? Alors, vous trouverez toujours sur la vidéo la calligraphie arabe, parce que la calligraphie arabe fait partie de ce qui a été développé très tôt par l'islam sunnite, c'est-à-dire pas de représentation, vous savez, du prophète, on a assez parlé dans l'islam sunnite, alors que chez les chiites c'est différent. C'est arabe qui va donc montrer des grandes expressions, il n'y a de Dieu que Dieu, ou Al-Akbar, bien sûr, qui vont être démonstratifs à chaque fois que Al-Sahab va passer une vidéo d'Al-Qaïda, on va voir ces inscriptions-là. L'EI aussi utilise aujourd'hui des inscriptions en arabe, des grandes expressions qui rallient, qui ont pour but de rallier normalement les masses musulmanes, parce que c'est ça l'objectif, de rallier un maximum de gens. Ensuite, les bannières, les étendards, le drapeau, ça aussi c'est une référence au prophète au départ, qui prophète sur les champs de bataille, et bien voulait son drapeau une fois qu'il avait gagné. Donc on montre le drapeau,
un drapeau qui est noir. Ce drapeau noir est en référence aussi à la tradition islamique du départ et est un symbole aujourd'hui de révolte, de rébellion par rapport à l'ordre existant et qui montre aussi la valeur salvatrice en fait du djihad. Et ça, c'est vrai que pour l'occidental, le noir, ce drapeau, ces personnes qui sont ensemble, tout habillées de noir, ça va aussi faire peur. Il y a un objectif aussi de terroriser. Et ça va symboliser donc à la fois la révolte et à la fois la terreur vis-à-vis de ceux qu'on veut atteindre, bien sûr. Enfin, les Kalachnikov. Les Kalachnikov, c'est l'épée actuelle. C'est l'épée moderne, clairement. Et c'est aussi de l'anti-américanisme quand même très clair, puisque c'est quoi? Ça vient de Russie, c'est une URSS. Et c'est vrai que c'est un symbole anti-américain très fort, qui montre qu'on va se battre, c'est le symbole de la guerre, pour sauver l'Oumma, la communauté, et pour contrer l'Occident, notamment les Américains. Ici, on voit à Drancy l'endroit où les gens étaient stockés juste avant de partir. Là, on est le 19 juillet et mon grand-père est parti en 1942 et moi j'ai photographié en 2012. Et le 19 juillet au matin, il partait de la gare de Drancy de Bourget pour le photographier également. Et mon travail a été en fait de prélever des morceaux de paysage. Donc j'ai parlé aussi de cette volonté d'être un pied entre guillemets dans la géographie, à défaut de généalogie. Je fabriquais donc un morceau de temps pour le transmettre aujourd'hui, par exemple, contre l'oubli, qui est si facile en tout cas à laisser coloniser. C'est incroyable parce qu'il vient, il revient. Et en fait, il faut même quasiment faire de la place pour qu'il existe. J'avais aussi envie que l'image, qui est plutôt visuelle et extérieure, existe pleinement. Donc, dans l'idée d'une exposition, les visuels seront de très grande taille, alors que le son, lui, sera très intérieur, en fait, pour aussi parler de cette mise en abîme, de ce que l'on peut ressentir, ce décalage entre ce son mouvant et cette image fixe. Ce travail a été fait aussi pour amener des images vivantes, dans des images donc, vivantes que je n'avais pas, parce qu'il y avait un arrêt sur image traumatique, et il a fallu que j'aille chercher au fur et à mesure, donc c'est un voyage bien entendu, forte connotation cathartique, symboliquement extrêmement fort, on est vraiment dans une sorte de rite de passage initiatique, avec toujours « pince-moi si je rêve », ça c'est vraiment le truc... je me dire, tiens, est-ce que j'existe, voilà. C'était très important, en tout cas, dans cette recherche, de découvrir comme ça des choses au fur et à mesure. Je ne vais pas les commenter, je vais les montrer simplement. De différents paysages et morceaux de temps que j'ai essayé de récolter. Je voulais finir sur une note positive. Donc, en fait, ce travail-là n'est pas que quelque chose qui est dans le noir, et au contraire, il est extrêmement inscrit dans la vie. Voilà, merci. Bravo. Alors je vous rassure, même si je parle du Rwanda, il n'y aura pas d'image violente. Il y a toute une réflexion en tant que chercheur que je me pose sur quelle est l'efficacité de montrer des images violentes pour parler du Rwanda. Même vous, en tant que public, il y aurait une réflexion commune à faire. Qu'est-ce que ça engendre pour un public d'avoir des images très violentes? Patrick de Saint-Exupéry en a parlé tout à l'heure. Et je ne suis pas du tout sûr que les images qui sont montrées sur le Rwanda d'habitude, c'est-à-dire des images extrêmement dures, ce soit efficace pour bien comprendre ce qui s'est passé. C'est une pédagogie par l'effroi qui me semble assez discutable. Peut-être en introduction, je ne sais pas si certains connaissent, mais il y a un très bel ouvrage de Nathan Rira qui a été publié l'an passé, justement sur cette question des photos et du génocide. Et il explique dans l'introduction qu'il y a une sorte de double paradoxe par rapport aux photos dans le cas du Rwanda. Certains vont dire que c'est un génocide sans image. Il y a par exemple des personnes qui vont dire qu'il n'y avait pas de photographe pendant le génocide, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant le pendant. Peut-être pour revenir sur l'historique, il y a un attentat le 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana. Dès le lendemain, le génocide commence. Là, les journalistes sont envoyés. Il reste jusqu'au 11-12 avril, moment où on enlève tous les expatriés du Rwanda. Les journalistes repartent. Et là, on a toute une période, en fait, jusqu'au mi-mai, où on n'a plus d'images.
à l'exception de 2 personnes, 2 journalistes qui restent au Rwanda, mais 2 journalistes pour couvrir un génocide. Les journalistes finissent par revenir à l'animé par l'Est du Rwanda, qui suivent le FPR, et sinon le gros des journalistes revient avec l'opération turquoise, et c'est dans ce cadre-là que Patrick de Saint-Exupéry est arrivé au Rwanda. Mais donc le gros du génocide, c'est vrai qu'on n'a pas de photos. Et après, il y a une sorte de deuxième façon de parler de ça. Il y a des personnes qui disent au contraire que c'est le premier génocide télévisé. Pourquoi? Parce qu'il existe une image, enfin un film, c'est celle que je ne vous montrerai pas, mais qui est assez connue, où on voit les personnes se faire tuer au loin et qui se font macheter. Et donc ça, on a une vidéo. Et ça, c'est la première vidéo finalement qu'on avait d'un pendant génocide. Ça donne cette impression qu'on a beaucoup d'images, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors il y a eu d'autres types de photos, et je vais revenir un petit peu après. Des photos artistiques qui ont été faites sur l'après-génocide, pour essayer de le représenter. Et ensuite, beaucoup de photos extrêmement brutes sur les sites mémoriaux, des photos de cadavres, des photos de charniers. Et ça s'explique aussi beaucoup par un choix fait par l'État rwandais au niveau de la politique de mémoire, qui a été de montrer les corps comme preuve du génocide. Il y a eu beaucoup de photos là-dessus. Il faut comprendre que pour le Rwanda, et là je le dis un peu en tant que chercheur, en tant qu'historien, ça fait que 20 ans. 20 ans, c'est un temps très court. Et tout le travail de collecte qui a pu être fait pour la Shoah, qui a pu être fait pour le génocide des Arméniens, il n'a pas été vraiment fait sur le Rwanda, c'est le tout début. Il faut bien voir que la façon dont a été pensée la politique de mémoire au Rwanda a été collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de réflexion par l'État rwandais sur la dimension individuelle du génocide et sur le fait que ce sont bien près d'1 million de personnes qui ont été tuées, c'est-à-dire 1 fois 1 plus 1 plus 1, etc. Les enterrements ont été faits de façon collective, en réflexion sur la façon dont les rescapés s'approprient ou ne s'approprient pas les photos dans une logique de deuil. Là, je vais donner un exemple de photos qui ne s'approprient pas. Il y a eu en 2014, à l'occasion de la 20e commémoration, un certain nombre de photos qui ont été montrées dans les journaux étrangers, je pense en particulier au New York Times, des photos de réconciliation. C'est-à-dire des photos qui visaient à montrer que maintenant au Rwanda tout va mieux, qu'il y a une véritable réconciliation entre Hutus et Tutsis, entre génocidaires et rescapés, etc. Et donc là, la femme qui est présentée par exemple sur cette photo est rescapée et celui qui est derrière est génocidaire. Là, clairement, les rescapés ne s'approprient pas ces photos. Donc, si on veut parler aussi du travail de deuil et la façon dont les rescapés parlent des photos, il faut aussi parler de la façon dont ils ne parlent pas d'autres projets photos et comment certaines photos, au contraire, viennent créer de la colère plus qu'autre chose. Et il y a eu vraiment beaucoup de débats de ce type de photos qui ont été montrées cette année. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un agenda politique pour l'État rwandais, qui est la réconciliation, et sa politique de mémoire est basée là-dessus. Mais pour les rescapés, c'est pas tout ce type de photos qu'ils voudraient voir montrer. Donc, quel type de photos on montre finalement, ou les rescapés veulent montrer dans les mémoriaux, par exemple? Ce qu'ils vont montrer, c'est plutôt des photos individuelles avec les noms. Donc ça, c'est plutôt la première logique. Donc, les mémoriaux vont servir de lieu, on va dire, où les photos des victimes qui sont retrouvées vont être montrées pour le deuil. Et c'était surtout des photos de personnes qui étaient connues dans la commune, avec une idée, c'est que tout le monde se souvient d'instituteurs, tout le monde se souvient des commerçants, etc. Et donc les rescapés, ça leur rappellera des souvenirs beaucoup plus rapidement que si c'est des photos de personnes peu connues. Il y avait aussi, en faisant ce type de clip, une vraie réflexion sur comment on peut aider à se souvenir des rescapés. Après, ce qui est assez étonnant, et a priori c'est ce qui m'avait été dit, il y aura Dieudonné Munyanshoza qui chante dans ce clip et qui a fait le plus de chansons de mémoire comme ça au Rwanda, à chaque fois commandées par les associations de rescapés. Et ça s'explique aussi par le fait qu'il y a très peu d'historiens qui travaillent sur le Rwanda, donc finalement il y a plein d'endroits sur lesquels l'histoire locale du génocide on ne la connaît pas. Donc finalement les premiers historiens locaux ce sont ces chanteurs. Je reviens quand même un peu sur la photo dans la culture rwandaise. Se faire prendre en photo au Rwanda et par les Rwandais n'est pas quelque chose de fréquent, notamment dans les campagnes. La photo était plutôt un fait de la vie, du milieu humain. C'est vrai qu'on retrouve des photos du Rwanda et des Rwandais dès le début du XXe siècle, mais ils sont le fait des missionnaires en particulier et des administrations par après, mais ce n'est pas une pratique courante dans les familles rwandaises, chez les Rwandais, de se faire prendre en photo.
la télévision rwandaise existe. Mais qui sont les professionnels de la télévision rwandaise? Ce sont des journalistes qui ont été recrutés en 91-92 par qui? Par Naïman Ferdinand, qui alors est directeur de l'Office rwandais d'information. C'est lui qui recrute les jeunes, qui va envoyer en France et en Belgique pour apprendre la méthode, la pratique télévisuelle. Et on a vu comment le recrutement s'était fait. C'était un critère ethnique d'abord, régional ensuite. Donc on a, parmi on a une profession qui est politiquement située, qui est politiquement positionnée. Alors, ils ont pu faire des photos, et ces photos-là, ils ont eu aussi le temps de les détruire, soit pendant le génocide, soit à partir du moment, et en particulier à partir du moment donné, quand ils ont eu le sentiment qu'il y avait des risques de perdre la guerre. Ils ont eu en plus le temps, peut-être de ne pas les détruire, de les amener hors du pays et de les détruire dans les camps au Congo, en Tanzanie et ailleurs. Nous, on n'utilise pas de clips, chacun apporte sa photo. Les photos sont exposées sur une table. Après, on demande à l'assistance, à ceux qui sont là, de venir prendre une photo et de la poser quelque part. Et une fois que toutes les photos sont posées, chaque rescapé peut venir devant les photos de son père, de sa mère, de son frère, raconter son histoire. Voilà comment la photo intervient dans le deuil, mais ce n'est pas la photo du crime, parce que quand on a essayé d'utiliser les photos du crime, pas du crime, parce qu'on n'en avait pas, juste les photos comme ce qu'on trouve dans les mémoriaux, avec les photos des gens qui sont morts, de ces corps un peu démembrés, désarticulés, etc. Ça n'a pas marché. Les gens étaient choqués. Et pourtant, ils sont prêts à écouter le récit. Tout se passe comme si on ne pouvait pas voir ce que l'on est capable d'entendre. L'image devient trop forte et ça choque. Et donc l'image qui va être utilisée, c'est l'image d'avant, l'image qui restaure et qui permet le deuil. Alors maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est comment ces photos, mais ces photos d'avant, ces photos qui restaurent, en fait, prennent une nouvelle forme de vie avec les réseaux sociaux. À l'occasion des commémorations, on voit sur les pages Facebook des rescapés ces photos-là. Et voilà, ce sont des photos d'avant, et ce n'est pas des photos pendant. Ça ne veut pas dire que des photos faites pendant n'existent pas, mais il y a un travail à faire pour les retrouver, ne serait-ce que pour la preuve. À partir du moment où ils ont vu que ces enfants-là survivaient, et là ils ont pris une décision d'exterminer tout le monde, d'où le mot cafard qui est encore aujourd'hui utilisé. Le mot cafard, c'est-à-dire on a beau à tuer les cafards, ils existent toujours. Donc voilà. Et pourquoi on ne prenait pas les photos? Pourquoi les gens qui ont subi, les victimes et les rescapés n'ont pas pris les photos? C'est dans la culture rwandaise, depuis toujours, on ne prend pas une photo d'un Rwandais qui n'est pas digne. On va voir de toute façon depuis les années 1920, 1950, même avant, lorsque c'est sous le royaume Musinga, on va le prendre en photo avec ses enfants. D'ailleurs, on va le prendre plusieurs fois les photos, mais jamais on verra une photo où la personne n'est pas digne, parce que le respect de la dignité est très très important. Vous pouvez encore aller voir au Rwanda aujourd'hui, c'est le cas, les morts sont très respectés, on ne vous montrera pas. Donc j'aimerais que sur la question la réponse de Marcel, les photos existaient, mais les photos existaient au sein de la famille. D'abord, nous interviewons des gens qui ne sont ni victimes ni coupables, c'est-à-dire les voisins. Parce que moi j'ai pris comme principe de base que lorsqu'il y a un accident de voiture, les témoins ne sont pas forcément les gens qui sont dans la voiture, mais les gens qui sont sur le trottoir. Et un jour de génocide, sur le trottoir, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai interviewé les voisins, et on a interviewé environ 3900 voisins des génocides, donc qui ont vu depuis leurs fenêtres, ou qui sont allés voir, ou qui sont montés sur un arbre.
Pour les interviewer, il y a une condition. C'est ne rien montrer de ce que l'on pense. Parce qu'on ne sait pas si quand on entre dans la maison, si ce sont des gens qui ont pleuré le jour des tirs, ou si ce sont des gens qui ont volé les biens des Juifs, ou même tué des Juifs. Et on a appris à ne rien montrer. Il y a un monsieur dont la famille a tué beaucoup de Juifs, il ne sait pas mon avis. Dès qu'il me voit, il dit « Ah, frappez des bois, formidable, venez chez moi ». Et il raconte. Parce que vous avez le choix, soit vous vous exprimez, soit vous voulez savoir la vérité. Je vais vous donc maintenant remontrer, parce que j'y tiens beaucoup, vous avez parlé de la Syrie, vous avez tout à fait raison. Moi j'ai plus cherché sur Daesh, parce qu'on m'a demandé de chercher sur ce domaine. Et je vais vous montrer aussi combien vous devez aujourd'hui cultiver la même impassibilité devant les vidéos, surtout les vidéos de mise en scène. On va vous montrer une vidéo moins difficile que l'autre, mise en scène totalement, mais réelle à la fin. Et si vous n'êtes pas impassible, vous ne pouvez pas vous battre, ni vous mettre en lien avec les gens qui vous battent, c'est-à-dire que vous simplement vous dormirez bien ce soir, parce que vous aurez tout oublié. Et je vous invite à vous dire que on est dans un monde aujourd'hui où la machine continue. Et il ne faudrait pas simplement que dans 25 ans, Frédéric Ancel et des voix qui ne sera plus là, soient à faire des séminaires pour savoir ce qui s'est passé en 2014 et 2015. Comme vous dites qu'il y a les Syriens, comme vous dites qu'il y a les Daesh, comme vous dites qu'il y a les Centrafricains, comme vous dites qu'il y a les Boko Haram. Si on ne se mobilise pas, les gens qui pensent, simplement dans 25 ans, on réfléchira pourquoi aujourd'hui on n'y a pas pensé. Merci beaucoup.